Bonjour et bienvenue au 7e webinaire de Top Motors. Ce webinaire est organisé conjointement par Impact Energy et Energie Zukunft Schweiz et est soutenu par Suisse Energy. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui Monsieur Christophe Besson. Je m'appelle, Hélène Rochat et travaille pour Top 10. Je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Monsieur Christophe Besson, notre expert aujourd'hui, a reçu son master en ingénierie électrique à l'EPFL. Il a travaillé sur le développement et la production des moteurs électriques chez MMT SA et Etel SA. Depuis 2002, il est professeur à la HEIG VD à Yverdon-les-Bains. Sa recherche se focalise sur la modélisation et la conception des moteurs et des générateurs électriques. Il fait aussi d'autres activités de recherche et développement et poursuit des mandats industriels sur l'optimisation énergétique des entraînements électriques. Monsieur Christophe Besson, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui ici. Merci d'être chez nous en tant qu'expert. Je me réjouis énormément d'entendre ta présentation. Très bien, merci Hélène pour cette introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'optimisation énergétique des entraînements électriques. On va s'intéresser aux entraînements électriques et plus spécialement sur les aspects énergétiques. On va voir quelques exemples qui permettent de faire des réductions de consommation d'énergie dans ce domaine-là. C'est relativement peu connu en pratique, mais les entraînements électriques représentent une grande part de la consommation d'énergie électrique. En Suisse, on estime qu'à peu près 49%, ça veut dire la moitié de l'énergie électrique, est consommée par des moteurs électriques. Dans le secteur industriel, c'est environ 2/3 d'énergie électrique qui est consommée par les entraînements. Et dans le secteur tertiaire, donc les banques, assurances et autres, c'est à peu près le tiers de l'électricité qui est consommée par les entraînements électriques. Dans ce domaine-là, il y a un gros potentiel d'économie et d'énergie qui est envisageable. On va voir quelques pistes aujourd'hui dans ce sens-là. Alors où est-ce qu'on trouve les entraînements électriques? Eh bien, on les trouve très abondamment dans l'entraînement de pompes, dans l'entraînement de ventilateurs, de compresseurs. Aujourd'hui, on verra particulièrement quelques exemples dans le secteur des pompes et des ventilateurs. On les trouve aussi beaucoup dans tout ce qui est convoyage, élévateurs, les ponts roulants et autres. Bien évidemment, dans le secteur de la machine-outil, la robotique, et puis aussi dans toutes les machines de production, machines d'emballage, machines de conditionnement, etc. En pratique, quand on analyse les entraînements électriques sur le terrain, il ressort généralement 3 grandes propriétés que je vais essayer d'illustrer au fil de la présentation aujourd'hui. Une des premières qui est très souvent rencontrée en pratique de propriété, c'est que les entraînements électriques sont très généralement surdimensionnés par rapport aux besoins. Ça veut dire qu'ils travaillent dans des conditions de charge nettement inférieures à ce pourquoi ils sont dimensionnés. Ce n'est pas parce que les ingénieurs ne savent pas les dimensionner, c'est souvent simplement dû au fait qu'a priori, quand on design l'installation, eh bien, les cahiers des charges sont assez vagues et puis on est souvent amené à prendre des marges parce que les besoins peuvent changer au fil du temps. On verra qu'une conséquence du surdimensionnement, eh bien, c'est souvent que les entraînements électriques travaillent dans des conditions d'efficacité qui ne sont pas optimales. Une autre propriété qui est très intéressante et pas toujours exploitée en pratique, c'est le réglage et le contrôle des entraînements électriques en fonction du besoin. Typiquement, dans le domaine des pompes, dans certaines applications, il est agréable de pouvoir régler le débit au fil du temps. Eh bien, c'est très efficace de pouvoir le faire par voie électronique à l'aide de convertisseurs de fréquences pour réduire la consommation d'énergie plutôt que par voie mécanique où on emploie des étranglements et où on agit sur les pertes de charge. Et puis finalement, on voit aussi en pratique que bien souvent, l'achat de composants plus efficaces, qui coûtent au départ un investissement plus cher, sont souvent assez vite rentabilisés.
parce que lors de l'exploitation, ils permettent de faire des économies d'énergie et donc l'investissement initial vaut souvent la peine. Les normes d'ailleurs nous poussent de plus en plus à prendre des composants de grande efficacité. Je vais illustrer ça par la suite. Alors c'est vrai que ces dernières années, ou plutôt auparavant, dans le domaine des entraînements électriques, c'est essentiellement les performances, les questions de coût, mais aussi les aspects de sécurité qui prédominaient. On se souciait relativement peu des considérations énergétiques. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que c'est un élément clé du cahier des charges. Intéressons-nous à un exemple tout à fait typique d'un moteur qu'entraîne un ventilateur. Dans ce cas-là, le moteur assure une conversion d'énergie électrique en énergie mécanique et le ventilateur va transformer cette énergie mécanique en une énergie aérolique qui se matérialise en un débit d'air et une pression. Alors dans bien des cas, pour régler ce débit d'air, on met un clapet, on agit par une voie mécanique. Et puis dans certaines applications, on peut utiliser un convertisseur électronique qui permet de régler la vitesse du moteur et par voie de conséquence la vitesse du ventilateur et donc le débit. Alors si on regarde une installation comme ça, une installation typique, eh bien il y a différentes conversions d'énergie qui interviennent. J'ai mis l'exemple ici d'une installation réelle avec des chiffres approximatifs. Le ventilateur est entraîné par le moteur via ici une transmission mécanique. Et puis pour commander le moteur, on utilise un convertisseur de fréquence. Pour une puissance électrique de 20 kW à l'entrée, il reste une puissance utile seulement 12 kW fournie par le ventilateur dans cette application. Où passent toutes ces pertes? Eh bien évidemment, à chaque conversion, ici l'électronique fait une conversion électrique à électrique, il y a une certaine quantité de pertes, à peu près 1 kW ici. Typiquement, pour les puissances de cet ordre de grandeur, les convertisseurs ont des rendements un peu supérieurs à 95%. Le moteur assure une conversion d'énergie électrique à mécanique, moyennant aussi des pertes. La transmission mécanique est souvent intéressante en pratique pour adapter les caractéristiques de couple et de vitesse du moteur à ce dont on a besoin pour entraîner la charge, mais ces transmissions mécaniques affectent aussi le rendement du système. Et puis finalement, la charge de l'entraînement électrique en elle-même, ici le ventilateur, a aussi une efficacité qui est relativement limitée et qui donc affecte le rendement énergétique global. On comprend bien, quand on voit cette illustration, que le rendement, c'est le produit des rendements de chaque composant. D'où l'intérêt de prendre en eux-mêmes des composants qui ont une grande efficacité. Alors le rendement de l'entraînement électrique, c'est simplement la puissance utile fournie sur la puissance électrique absorbée, c'est le produit de tous les rendements. Dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est un rendement de seulement de 60%. Alors quelques commentaires par rapport à cet entraînement. L'électronique apporte ses propres pertes parce qu'il y a des circulations de courant, donc il y a des pertes par conduction, mais aussi par commutation. Donc en elle-même, elle affecte un petit peu le rendement global. Par contre, comme le convertisseur électronique permet de régler efficacement l'ensemble, très généralement, il permet de réduire fortement les pertes mécaniques. Donc il est favorable pour le rendement global. Le ventilateur en lui-même a ses propres pertes, évidemment. Il y a des frottements qui interviennent au niveau des paliers, puisque le ventilateur y tourne. Il y a évidemment des frottements d'air sur les parois. Et puis, il y a des pertes d'air entre la roue et la volute, qui sont les pertes typiques des ventilateurs. La transmission mécanique, c'est agréable dans certains cas de la supprimer, mais on ne peut pas toujours le faire. Quand on la supprime, évidemment qu'on augmente l'efficacité de l'ensemble. Alors dans les transmissions, comme dans l'exemple précédent, on utilise quelquefois des courroies. Il y a différents types de courroies. Il y a les courroies plates, les courroies trapézoïdales. Certaines présentent des rendements supérieurs par rapport aux autres.
Et puis, ces transmissions nécessitent un certain entretien. Par exemple, les courroies, il faut qu'elles soient bien tendues. Sans cela, on altère l'efficacité de l'ensemble. Intéressons-nous davantage au moteur électrique, ce qui va me permettre d'illustrer quelques propriétés. Le moteur électrique, lui, il réalise une conversion d'énergie électromécanique. Pour fonctionner, il est le siège de courant électrique. Ces courants électriques qui circulent dans les enroulements vont générer des pertes par effet Joule. Comme il tourne, il y a des pertes par frottement et ventilation. Et puis pour fonctionner, on crée des variations de champs magnétiques qui induisent des pertes fer dans les circuits ferromagnétiques. Toutes ces pertes se traduisent par un échauffement. Toutes les pertes de l'entraînement, comme celles qu'on a vues avant, de chaque étage de conversion, se traduisent par un échauffement. Généralement, ces pertes ne sont pas valorisables, cet échauffement n'est pas valorisable, d'où l'intérêt de réduire fortement ces pertes. Donc pour le moteur, le rendement, c'est simplement donc la puissance mécanique sur la puissance électrique. La puissance mécanique, c'est toujours le produit du couple à l'arbre fois la vitesse. La puissance électrique, elle, va dépendre de l'amplitude du courant, de la tension, mais aussi du déphasage électrique entre les deux qui se matérialise par le facteur de puissance. Quelques propriétés sur les rendements. Le rendement d'un moteur dépend beaucoup de sa taille, de sa puissance. Pour les gros moteurs, un rendement de 90%, ce n'est pas terrible. Alors que pour les petits moteurs, un rendement de 75%, c'est déjà très élevé. Donc première propriété, les rendements dépendent beaucoup des puissances en jeu. Les normes ont défini des classes d'efficacité énergétique pour les moteurs, qui sont définies à la puissance nominale. Vous pouvez voir ici un graphique qui est issu de la norme. En abscisse, on a ici la puissance nominale. C'est la puissance que peut fournir le moteur. Quand on parle d'un moteur, par exemple, d'1 kW, on part du principe qu'il peut fournir cette puissance mécanique à l'arbre en régime permanent. Ça veut dire qu'il absorbera une puissance électrique supérieure. Sur la partie verticale, ici, on a le rendement. Pour donner un exemple, un moteur d'1 kW, il a une classe d'efficacité énergétique IE1 s'il a un rendement environ supérieur à 75% ici. Pour qu'il soit IE2, il faut qu'il ait un rendement à peu près supérieur à 80%, etc. Ces graphiques sont donnés en fonction du nombre de pôles du moteur, pour une fréquence donnée et pour un régime permanent. Les réglementations en vigueur ont défini un calendrier par rapport à ces classes d'efficacité énergétique. Depuis le 1er janvier 2017, les réglementations nous imposent d'utiliser pour les moteurs de puissance entre 750 watts et 375 kW des moteurs de classe d'efficacité au moins IE3, voire IE2 associés avec un convertisseur électronique. Une autre propriété des moteurs qui est importante à voir aussi, c'est que pour un même moteur, selon son point de fonctionnement, le rendement change fortement. Sur la plaquette signalétique du moteur, on indique le rendement nominal. C'est le rendement du moteur pour les conditions pour lesquelles il a été dimensionné. Dans les conditions nominales, il peut travailler aussi longtemps qu'on veut, 1 minute, 1 heure, toute la journée. Pendant un mois non-stop, il atteint une température qui est acceptable et qui ne risque pas de prétériter sa durée de vie. Alors pour un même moteur, si on regarde l'évolution du rendement en fonction de sa charge, on a une courbe typique comme celle qui est représentée ici. J'ai tracé le cas d'un moteur de 7,5 kW. On voit que ce moteur-là, il a un rendement typiquement pour les conditions nominales à peu près de 90%. Par contre, pour les très faibles charges, le rendement se casse la figure. On dit généralement qu'entre 50 et 100% de la puissance utile, c'est là que se trouve le rendement optimal. Ça veut dire qu'on peut se permettre de surdimensionner un peu le moteur pour l'application. On ne va pas trop prétériter son rendement.
Par contre, si on le fait de manière trop importante, on va le faire travailler dans des conditions qui ne sont pas très efficaces. D'où l'importance de bien dimensionner le moteur pour l'application. Alors si on surdimensionne trop, évidemment que le moteur a tendance à coûter plus cher, il va être plus volumineux, mais en plus de ça, on risque de le faire travailler dans des conditions qui ne sont pas favorables pour le rendement et pas favorables non plus pour le COSFI. Alors quels sont les moteurs qu'on trouve dans l'industrie? Très fréquemment, on emploie des moteurs asynchrones. C'est des moteurs qui ont la particularité d'avoir une cage au rotor qui est généralement en aluminium ou quelquefois en cuivre. Ces moteurs, on les trouve très souvent pour des classes d'efficacité énergétique entre IE2 et IE3. Pour les grosses puissances, on trouve des variantes IE4, mais elles ne sont pas très fréquentes pour les faibles puissances. Pour augmenter les classes d'efficacité énergétique, on peut utiliser des moteurs synchronément. Dans ce cas-ci, les classes d'efficacité énergétique sont typiquement de l'ordre de IE4 à IE5. Par contre, dans ce cas-ci, ces moteurs synchrones nécessitent l'emploi d'un convertisseur électronique. Donc il faut évidemment prendre ça en compte lors du dimensionnement pour les considérations de coût. Les moteurs asynchrones peuvent, eux, démarrer directement sur le réseau pour autant qu'on reste sous des faibles puissances. Entre ces deux types de moteurs, qui est le moteur synchrone à aimant, qui est représenté ici à droite, et les moteurs asynchrones, il existe une version un petit peu hybride, qui n'est pas très fréquente, qui est un moteur asynchrone à aimant. Il peut être branché directement sur le réseau. Quand il fonctionne au synchroniste, il tourne à vitesse constante et il n'a pas besoin d'utiliser un convertisseur de fréquence. On les utilise seulement pour les faibles puissances, inférieures à peu près à 7 voire 10 kW. Et puis il y a une autre variante de moteur synchrone qui est dit à réluctance variable. C'est une variante qui n'utilise pas d'aimant permanent, mais qui au rotor est dotée d'un paquet de tôle avec des encoches pour utiliser un principe physique qu'on appelle la réluctance variable. Ces moteurs, on les trouve typiquement pour des classes d'efficacité énergétique IE2 à IE4. Pour les faibles puissances, on les trouve plutôt en IE2. Puis plus on monte dans les tailles des puissances, plus on peut trouver des classes d'efficacité élevées. Dans ce cas-ci aussi, il est indispensable d'utiliser un convertisseur électronique, ce qu'il faut donc prendre en compte dans le coût. Si on regarde sur ce slide, en allant un peu de gauche à droite, on voit un peu l'évolution des classes d'efficacité énergétique dans ces moteurs. Intéressons-nous un petit peu plus aux moteurs asynchrones à cage parce que c'est le plus employé dans l'industrie actuellement. J'ai dit précédemment, on peut le brancher directement sur le réseau sans convertisseur électronique pour autant qu'on soit dans des faibles puissances, typiquement inférieures à 3 ou 4 kW, des ordres de grandeur comme ceci. Sans cela, il y a un fort appel de courant et qui peut créer des chutes de tension sur le réseau et des fortes sollicitations électriques ou mécaniques qui interviennent sur le moteur. Dans certaines applications, il est agréable d'utiliser un démarreur progressif qu'on appelle en anglais le soft starter. Il permet de faire un démarrage en douceur, contrairement au démarrage direct sur le réseau où on a de fortes sollicitations, des régimes transitoires sévères au départ. Avec le démarreur progressif, on règle la tension de sa valeur 0 à la valeur nominale avec une rampe progressive, ce qui permet de faire des démarrages en douceur. Ces technologies-là sont très appréciées dans le secteur des pompes quand on doit générer un débit constant, que le moteur travaille à vitesse constante. Eh bien, le convertisseur électronique, le démarreur progressif, permet d'assurer juste le démarrage. À l'issue du démarrage, le démarreur progressif est commuté sur le réseau, donc il génère plus de pertes. Par contre, ce démarreur progressif ne se prête pas bien à faire un réglage de vitesse. Si on doit faire un réglage de vitesse, on va préférer les convertisseurs de fréquence. Le convertisseur de fréquence, lui, permet de régler évidemment la fréquence et la tension et se prête très bien à un réglage de vitesse du moteur.
Intéressons-nous à un second exemple dans le domaine des pompes. On va s'intéresser à l'entraînement des pompes et au réglage de débit dans des installations industrielles. Imaginons une pompe centrifuge classique ici, avec une colonne d'aspiration et une conduite de refoulement ici. La pompe centrifuge est entraînée par un moteur électrique. Évidemment, le moteur électrique convertit une énergie électrique en énergie mécanique qui est affectée de perte, et la pompe convertit l'énergie mécanique en énergie électrique qui elle-même est affectée de perte. On peut donc définir le rendement de ces deux composants. À l'évidence, le rendement global, c'est le produit des deux. Regardons quelques propriétés de cette installation. Imaginons qu'on a un moteur bien dimensionné, une pompe bien dimensionnée, avec un bon rendement. Dans cette conversion électromécanique, on ne voit pas apparaître les pertes de charge de l'installation. Si on ferme plus ou moins la vanne, on va dissiper beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie dans la vanne, dans la tuyauterie, et qui ne se voit pas directement au niveau des rendements. Tout ça pour dire que dans un entraînement électrique, il est intéressant, il est voire même indispensable d'avoir une vision globale du système, d'avoir une vision du système dans son ensemble. Intéressons-nous à la pompe. Quand on achète une pompe, les fabricants nous donnent une caractéristique typique. Celle-ci est issue d'un catalogue où on a la hauteur manométrique totale, je reviendrai un petit peu par la suite sur ces grandeurs-là, en fonction du débit. Sur ce graphique-là, on a fait ressortir les zones de fonctionnement à fort rendement. Ce qu'on peut voir dans cette pompe-là, elle a un bon rendement de l'ordre de 83%. C'est le travail dans cette zone pour un débit typiquement aux alentours de 180 m3. Bien, si dans l'installation, on a pris beaucoup de marge et puis qu'on fait travailler la pompe à un débit 2 fois plus petit, à peu près dans cette zone-là, on voit qu'elle travaille avec une efficacité qui est très réduite. Ça me permet d'illustrer la propriété énoncée au début de la présentation qui dit qu'il est important de bien dimensionner les composants pour le besoin. Sans cela, même si c'est des composants qui sont annoncés avec une grande efficacité, si on les fait travailler très loin de leurs conditions nominales, ils ont un rendement qui est fortement réduit. Intéressons-nous à un autre exemple, toujours pour illustrer l'approche système. Dans la pratique, quelquefois, pour faire du réglage de débit, on utilise des vannes. On utilise quelquefois ce qu'on appelle un bypass ou une dérivation. Ça permet d'utiliser un moteur qui entraîne une pompe ici. Le moteur est branché directement sur le réseau électrique, donc il n'est pas réglé, il tourne à vitesse sensiblement constante qui varie peu au fil du temps et qu'entraîne la pompe. On pompe le fluide d'un réservoir pour le faire circuler. Puis pour régler le débit, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'électronique qui permet de contrôler la vitesse du moteur, mais on utilise une vanne qui fait retourner en amont une partie du fluide. Dans ce cas-ci, on peut avoir un moteur très efficace, une pompe très efficace, c'est très bien. On peut les avoir très bien dimensionnés pour l'application, travailler dans des conditions optimales. Il n'en reste pas moins vrai que dans cette installation-là, on fait du travail inutile puisqu'il y a une partie de fluide qu'on pompe inutilement, ce qu'on ne voit pas apparaître directement sur le rendement du système. Encore un exemple pour montrer que dans les entraînements électriques, il faut s'intéresser au système complet. Ça fait appel à des compétences pluridisciplinaires, de l'électrique à la mécanique, en passant par l'hydraulique, etc. Dans bien des applications, la charge elle varie beaucoup au fil du temps, ce qui peut donc être très bien approprié pour l'utilisation avec des convertisseurs électroniques, parce qu'on va pouvoir adapter le fonctionnement selon le besoin. Alors il nous faut établir des profils de fonctionnement, des profils de charge, où on trace les caractéristiques des grandeurs
électrique et mécanique au fil du temps, ce qui nous permet de dimensionner les composants. Regardons un exemple d'un entraînement électrique qui a été mesuré ici. C'est un entraînement électrique qui utilise un moteur d'une puissance mécanique de l'ordre de 55 kW. La puissance électrique absorbée, eh bien, on s'attend à ce qu'elle soit à peu près de 60 kW. Lorsque la mesure a été réalisée, eh bien, on a relevé cette courbe-là. On voit qu'en utilisation maximale, le moteur consomme à peu près 22 kW, puis par moment, il est à l'arrêt. On voit que c'est un moteur qui travaille loin de ses conditions nominales, ici à peu près à 38%. Eh bien, on peut imaginer que si ce moteur entraîne une pompe, puis que les deux sont loin des conditions optimales, ben on va travailler dans des conditions d'efficacité qui ne sont pas optimales. D'où l'importance, encore une fois, de bien dimensionner les composants et l'entraînement électrique pour l'application. Ce qui n'est pas toujours facile a priori, parce que quand on parle de la feuille blanche, quand on parle des spécifications du client, souvent elles sont très approximatives. Puis souvent on est amené à prendre des marges, parce que le besoin, il peut changer au fil du temps. Quand on travaille sur l'entraînement de pompe, certains clients nous disent « mais j'ai besoin à peu près de 20 litres par seconde à la sortie, mais peut-être que par la suite j'en aurai besoin de 30 ». Donc ça veut dire que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile au départ de bien dimensionner les éléments du système pour l'application. Intéressons-nous au réglage du débit. Quand les moteurs électriques sont branchés directement sur le réseau électrique, comme on ne règle pas leur vitesse, eh bien, il faut trouver des subterfuges pour le réglage du débit sous forme mécanique. Une approche typique qu'on vient de mentionner, c'est l'utilisation de vannes, soit des vannes d'étranglement, soit des vannes qui servent à des bypass, comme on l'a montré. Dans certains cas où on a besoin d'une redondance, on met plusieurs pompes en parallèle, puis on enclenche un nombre de pompes variables qui permettent de régler le débit. Dans certains cas, quand on remplit un réservoir, on travaille en on-off, on enclenche la pompe pendant un moment, puis on l'arrête, puis on la renclenche pendant un moment, puis on arrête. Pour les puissances inférieures à quelques kilowatts, à 3 ou 4 kilowatts, pour les puissances inférieures à ces ordres de grandeur, les fabricants nous disent qu'encore aujourd'hui, 70 à 80% des moteurs sont vendus et installés sans électronique. Je vais vous montrer l'intérêt d'utiliser un convertisseur électronique pour régler le débit plutôt que de faire un réglage du débit par voie mécanique. Lorsqu'on achète une pompe, donc elle est définie par une caractéristique qu'on appelle hauteur manométrique totale en fonction du débit. La hauteur manométrique, elle est aussi appelée la colonne de fluide. Elle correspond physiquement au travail mécanique fourni au fluide par unité de poids. Le débit, c'est évidemment le volume de fluide refoulé par unité de temps. Les courbes typiques des pompes centrifuges ressemblent à ça. Lorsqu'on branche la pompe sur un réseau hydraulique, le réseau hydraulique comporte des pertes de charge. Et puis, le réseau hydraulique, on définit sa caractéristique toujours par une courbe aussi de H en fonction de Q, en fonction du débit. Elle a une composante statique. La composante statique est particulièrement importante quand on pompe d'un réservoir inférieur à un réservoir supérieur. Dans les circuits fermés, cette composante statique est quasiment nulle. Et puis, les pertes de charge évoluent à peu près avec le carré du débit. On approxime très bien cette courbe par une courbe quadratique. Le point de fonctionnement de la pompe, c'est l'intersection des deux. Lorsqu'on règle le débit par la vanne, donc regardons l'installation, on imagine le moteur qui est branché sur le réseau électrique, on ne le contrôle pas. Pour régler le débit, on va fermer plus ou moins une vanne. Imaginons qu'on a un débit qui est Q1. Si l'on ferme la vanne, eh bien, la caractéristique de la pompe ne change pas. Par contre, la caractéristique du réseau change. Plus on ferme la vanne, plus on augmente la résistance à l'écoulement, plus on réduit le débit. On remarque dans ce cas-ci qu'on a augmenté la hauteur manométrique. Donc on travaille sur les pertes de charge. On va voir l'impact après. Par contre, si on utilise une voie électronique,
Donc imaginons que dans l'installation hydraulique, il n'y a pas la vanne ou qu'elle est complètement ouverte. Eh bien, le convertisseur électronique va permettre de régler la vitesse du moteur et donc la vitesse de la pompe. Dans ce cas-ci, pour diminuer le débit, la courbe de la pompe, on va la faire diminuer vers le bas comme ça. Donc on réduit la hauteur manométrique pour baisser le débit. Dans les circuits fermés où la hauteur manométrique, la composante statique est quasiment nulle ici, eh bien, le débit est proportionnel à la vitesse. Donc le réglage de débit se fait très facilement. En divisant par 2 la vitesse, on divise par 2 le débit. Et la hauteur manométrique est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc le réglage est très facile. Ce qu'il me faut mentionner, c'est que la puissance hydraulique fournie par la pompe, elle se calcule toujours par cette relation assez simple où on a la hauteur manométrique totale multipliée par le débit, moyennant 2 constantes ici qui sont la masse volumique du fluide et puis l'accélération de la pesanteur. Si on regarde sur ces graphiques hauteur-débit, la puissance hydraulique est à l'image de la surface sous le point de fonctionnement. Alors lorsque l'on ferme le débit, lorsqu'on ferme la vanne, pour passer d'un débit Q1 à un débit Q2, on voit que la hauteur manométrique est importante ici. Il y a une grande surface, donc une grande puissance hydraulique fournie par la pompe. Pour passer du même débit Q1 au débit Q2 dans la même installation, si on règle la vitesse du moteur, on diminue le débit et on diminue la hauteur manométrique. Dans ce cas-ci, la puissance hydraulique fournie pour le même débit, elle est simplement cette surface jaune ici. En comparaison, on voit que dans le cas initial, il y a une grande quantité de puissance hydraulique qui est fournie. Et qu'est-ce qu'on a en fait, cette puissance hydraulique? Elle est simplement dissipée. Elle est simplement transformée en énergie thermique. Elle est évacuée par le fluide, ce qui est bien dommage. Donc on peut voir que le convertisseur électronique va permettre de réduire la hauteur manométrique, mais va surtout permettre de réduire la puissance hydraulique fournie et par voie de conséquence la puissance électrique absorbée. Donc on va avoir un système qui est beaucoup plus efficace. Alors on donne quelques analogies par rapport à ceci. Le réglage du débit par vanne, par étranglement, c'est un petit peu comme si, avec votre voiture, vous allez sur l'autoroute, puis vous mettez le pied à fond sur l'accélérateur, pied au plancher, et vous réglez la vitesse avec le frein. Pour les thermiciens, on peut dire aussi que c'est un petit peu comme si, dans une salle, vous mettez les radiateurs à fond, puis vous réglez la température en ouvrant la fenêtre. On comprend bien que ce n'est pas très efficace. Pourquoi ça le serait? Pour les entraînements électriques. Pour rappel, dans les faibles puissances, inférieures à quelques kilowatts, encore 70 à 80% des moteurs sont utilisés sans convertisseur de fréquence. Les convertisseurs de fréquence permettent dans bien des cas donc de faire des économies d'énergie et par voie de conséquence des économies financières. Donc ils nous permettent de faire un investissement plus important. Pour être objectif, il faut quand même mentionner que les convertisseurs de fréquence amènent quelquefois quelques petites difficultés en pratique qu'on arrive souvent à surmonter facilement, mais il y a des questions relatives aux harmoniques, il y a des questions relatives aux perturbations électromagnétiques, etc. Dans certaines applications, plutôt que d'utiliser un convertisseur de fréquence, il peut être très intéressant d'employer plutôt un démarreur progressif. Par exemple, dans une pompe qui fournit un débit constant, le convertisseur de fréquence n'est pas forcément indispensable. L'avantage du démarreur progressif, dans ce cas-là, c'est qu'il assurera le démarrage, mais à l'issue de la phase démarrage, il est commuté sur le réseau, donc dans la phase fonctionnement, il ne génère pas de perte supplémentaire. Le convertisseur de fréquence, par contre, lui, qui permet donc un réglage agréable et précis de la vitesse, il travaille en permanence, donc il affecte le système en permanence par ses propres pertes. Il existe quand même, pour être objectif, des applications où le convertisseur n'est pas totalement approprié ou pas très intéressant. J'ai montré le cas du circuit fermé où la hauteur statique ici est nulle. Eh bien, quand on varie la vitesse, on reste dans des zones efficaces de fonctionnement de la pompe.
Si la composante statique est très élevée, par exemple quand on pompe un fluide d'un réservoir inférieur à un réservoir supérieur, la hauteur ici, on la retrouve sur la composante statique. Et bien là, quand on règle la vitesse avec le convertisseur, première propriété, elle est plus proportionnelle, le débit n'est plus proportionnel à la vitesse. On voit qu'il suffit d'une toute petite variation de vitesse pour faire une grosse variation de débit. Et puis en plus de cela, on voit que dans ce cas-là, la variation de vitesse nous fait sortir des zones les plus efficaces pour la pompe. Donc plus la composante statique est élevée, moins l'intérêt du convertisseur de fréquence est important. Tout ça pour dire qu'il faut bien étudier les situations, les systèmes au cas par cas. Il faut éviter de faire des généralités abusives sur les solutions employées. Si on voulait résumer un petit peu les propriétés que je viens d'illustrer avec ces exemples, bien on comprend que pour faire un entraînement électrique efficace, il faut bien connaître le système, il faut bien connaître le processus. Ce qui n'est pas toujours facile en pratique, surtout au départ. On a vu qu'il est intéressant d'utiliser des composants qui en soi sont efficaces. C'est généralement ce qui est le plus facile à faire, en dehors du fait que ça a un coût, et puis il faut pouvoir le justifier, particulièrement avec le service des achats dans son entreprise. Et puis, on a vu qu'il est important de dimensionner les composants de manière efficace, et dans la mesure du possible, si on peut régler le système au fil du temps, eh bien c'est particulièrement agréable. Ça nous permet d'éviter les modes veille, ça nous permet d'éviter de soutirer une grosse puissance électrique en permanence sur le réseau quand il n'y en a pas besoin. Souvent dans l'industrie, une fois qu'on a parlé de ça, on nous dit « ouais, c'est bien joli cette histoire, mais combien ça va nous coûter ?» Il est évident que pour qu'une technologie efficiente, elle soit intéressante, il faut qu'elle soit rentable. Les études qu'on fait, les mesures qu'on fait en pratique sur les moteurs électriques nous montrent que très généralement, plus de 95% du coût sur sa durée de vie, c'est l'énergie électrique qui consomme. Le prix à l'achat représente une faible part du coût total sur la durée de vie. Alors évidemment, ça peut fortement dépendre de l'application et des conditions en jeu. Ici, vous pouvez voir un exemple qui a été établi par nos collègues de Top Motors, qui concerne la répartition des coûts pour un moteur IE3 de 11 kW. Imaginons que ce moteur il fonctionne 4000 heures par an sur une durée de 15 ans. Dans ce cas-ci, on estime que le prix d'achat il est un peu plus de 2%. Par contre, près de 97% du coût, c'est l'énergie électrique consommée. Ce graphique nous montre l'intérêt d'acheter et d'utiliser du matériel plus efficient, même s'il coûte plus cher au départ, parce qu'assez vite, on va avoir un retour sur investissement. Parlons de l'âge des moteurs. De nouveau, les collègues de Top Motors et Impact Énergie ont analysé ces dernières années des entraînements électriques dans l'industrie en Suisse. Vous voyez ici un graphique qui porte sur un peu plus de 4000 moteurs. Sur l'axe des horizontales, on a la puissance mécanique du moteur et sur l'axe vertical, on a l'âge. Vous pouvez voir que les moteurs électriques qui sont en service sont souvent anciens. Si on estime une durée de vie pour les petits moteurs de l'ordre de 10 ans, ici, puis de 20 ans pour les gros, on voit que très souvent, les moteurs sont beaucoup plus âgés que ça. On peut s'en réjouir, ça veut dire que c'est des technologies qui sont fiables. Par contre, on a beaucoup encore dans l'industrie des moteurs qui n'ont pas l'efficacité énergétique des moteurs actuels. Parce qu'il y a une dizaine d'années, voire un petit peu plus, ces classes d'efficacité IE1 à IE5 n'existaient pas. Et quand on mesure des moteurs qui ont 15 ans ou 20 ans, les rendements sont bien inférieurs souvent aux classes IE1 qu'on n'ose même plus mettre maintenant compte tenu des normes en vigueur. D'où un grand potentiel. Alors s'il est vrai que dans les nouvelles installations, ce n'est pas toujours facile de faire un dimensionnement, dans la rénovation d'installations anciennes, ça peut être une très bonne opportunité pour améliorer l'efficacité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que comme le système est en service, on peut le mesurer, on connaît bien le besoin
Et on va donc pouvoir associer, mettre des composants efficaces et les dimensionner de manière optimale pour l'application. Sur ces mêmes moteurs, 4000 et quelques moteurs, ici ce graphique représente en couleur ceux qui sont dotés d'un convertisseur de fréquence en couleur plutôt jaune-orange, et ceux qui n'en ont pas, qui sont plutôt en couleur jaune-orange, et ceux qui en ont, des convertisseurs qui sont en bleu. Il y a seulement environ 20% de ces applications où le moteur est associé à un convertisseur. Gros potentiel aussi si on peut faire du réglage dans certaines applications. Pour finir, je vais résumer en quelques mots ce que j'ai présenté maintenant. Les entraînements électriques représentent un large potentiel d'économie encore à l'heure actuelle. Les moteurs électriques et les composants, on en trouve de plus en plus chez les fabricants avec des hautes efficacités énergétiques. Les normes, les directives en vigueur nous imposent l'utilisation maintenant de composants efficaces. Les convertisseurs électroniques, que ce soit les convertisseurs de fréquence ou les démarreurs progressifs, ont des coûts de plus en plus attractifs, sont de plus en plus faciles à employer. Ils permettent, dans certains cas, de faire un réglage très efficace en fonction du besoin. On a vu les propriétés qui consistent à bien connaître le système dans son ensemble afin de pouvoir bien l'analyser, bien le dimensionner. Puis, pour finir, il faut quand même dire que les économies d'énergie, c'est aussi des économies financières. Pour les entreprises, c'est déterminant. Ces économies, c'est aussi une question de compétitivité. Et puis donc, ces économies d'argent qu'on peut faire avec des entraînements électriques, eh bien, permettent de mettre du matériel peut-être plus cher, mais plus efficace. Donc l'investissement est souvent valable. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une formation qui a lieu chaque année à Yverdon-les-Bains sur cette thématique, à la HEIGVD, que nous organisons en collaboration avec Top Motors et aussi avec le bureau d'ingénieurs Planaire sur ces thématiques. Sur ce slide, vous pouvez voir les dates de la prochaine édition. Cette formation est soutenue par différents partenaires que vous pouvez voir ici. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à disposition pour la discussion et les questions. Merci Christophe pour cette passionnante présentation. Maintenant, les participants, vous êtes invités à poser des questions. J'ai déjà reçu quelques questions pendant la présentation que je vais pouvoir poser. Donc, j'ai une question portant sur les coûts. Est-ce qu'un moteur IE4 est beaucoup plus cher qu'un moteur IE3? Bien, ces questions de coûts, c'est toujours un peu délicat d'y répondre précisément parce que naturellement, ça dépend de beaucoup de facteurs, non seulement des puissances, donc des tailles en jeu, des quantités en jeu, des fabricants et même du client qui les commande. Toutefois, Top Motors a publié une étude en 2017 ou 2018 qui mentionnait que, pour donner des ordres de grandeur, les moteurs IE3 sont généralement entre 10 et 15% plus chers que les IE2. Les moteurs IE4, eux, pour donner un ordre de grandeur, sont généralement entre 30 et 40% plus chers que les moteurs IE2, pour donner des ordres de grandeur. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Mais encore une fois, ces chiffres vont dépendre beaucoup des puissances en jeu, des fabricants, etc. Oui. J'ai une autre question ici portant sur le remplacement d'un moteur ancien par un moteur plus efficace. Alors, lorsqu'on remplace simplement dans une application donnée, par exemple dans l'entraînement d'une pompe, un ancien moteur asynchrone IE1 par un nouveau moteur asynchrone IE3, quelles sont les conséquences à part une augmentation du rendement? Merci pour cette question. Donc, représentons-nous l'installation. On a un moteur qui entraîne une pompe dans une installation existante. C'est un moteur asynchrone, donc si j'ai compris, il est branché sur le réseau.
D'accord. Si on veut le remplacer par un moteur plus efficace de classe IE3, bien déjà, si on suppose que le nouveau aura le même encombrement et la même hauteur d'axe, en principe, les tailles sont standardisées, donc on va pouvoir le remplacer sans difficulté. Une des premières propriétés que j'aurais tendance à dire, le nouveau moteur qui est plus efficace, eh bien, il a moins de pertes. Donc, il produira moins d'échauffement. Il va travailler à une température un peu plus basse, ce qui est favorable pour sa durée de vie en règle générale. Il y a aussi une autre propriété ici qu'il faut évoquer, il faut faire attention à ça. Lorsque le moteur entraîne une pompe, on a vu précédemment que s'il s'agit d'un entraînement d'une pompe en circuit fermé, le débit est proportionnel à la vitesse. Ce qui se passe avec un moteur asynchrone plus efficace, la vitesse nominale est souvent un peu plus élevée que dans ceux qui sont moins efficaces. Le glissement est plus petit. Donc comme la vitesse est un petit peu plus élevée, la pompe va produire un débit un peu plus grand. Par voie de conséquence, une puissance un peu hydraulique un peu plus grande. Donc ce qui est souvent agréable dans ces applications-là, c'est soit s'il y a une transmission de réduire un tout petit peu la vitesse du moteur, soit s'il y a un convertisseur de baisser un tout petit peu la vitesse pour être dans les mêmes conditions. Parce que le fait de mettre le moteur plus efficace dans cette application de la pompe fait qu'on produit un petit peu plus de puissance et du coup, ça peut un peu ternir, ça peut un peu amoindrir le bénéfice du meilleur rendement. Donc on aura un meilleur rendement, mais c'est judicieux pour travailler dans les mêmes conditions de réduire un tout petit peu la vitesse. La propriété qu'on peut mentionner, c'est que pour une même puissance, comme il s'agit d'un moteur asynchrone dans votre question, eh bien, la vitesse nominale est un peu plus grande que dans ceux de classe d'efficacité un peu plus faible. Voilà un peu les principales conséquences selon cette question. Alors, on a reçu une autre question portant sur les normes. Le dernier changement dans les normes imposées date de janvier 2017. Connaissez-vous les prochains changements et impositions prévus? Alors, dans la dernière norme, il y a la nouvelle classe d'efficacité IE5 qui a été définie, qui n'apparaissait pas dans la norme de 2014. Et puis, la norme décrit l'utilisation du moteur avec le convertisseur de fréquence. La première norme ne mentionnait pas le convertisseur, donc elle était essentiellement relative au moteur branché sur le réseau. Dans la nouvelle norme, on définit des conditions relatives au moteur, mais aussi avec son convertisseur. Et cette nouvelle norme définit la classe IE5 qui n'existait pas auparavant. C'est essentiellement ça, les nouveautés dans la deuxième édition de cette norme sur les classes d'efficacité énergétique, qui date d'il y a 1 année ou 2 années à peu près. Merci. Une autre question portant sur le nombre de pôles du moteur. Lorsqu'on branche un moteur asynchrone sur le réseau électrique, il tourne à une vitesse qui dépend du nombre de pôles. Est-ce que les moteurs asynchrones typiques à 4 pôles ont un meilleur rendement que ceux à 2 pôles? Oui. Du coup, avec cette question, on compare donc des moteurs asynchrones de nombre de pôles différents. C'est vrai que les variantes à 2 et 4 pôles sont très massivement employées. Si vous regardez ces normes qui définissent les classes d'efficacité énergétique, j'ai montré précédemment le graphique qui donne le rendement en fonction de la puissance nominale du moteur. J'avais présenté ici le graphique seulement pour les moteurs à 4 pôles qui sont usuels. Il existe dans la norme le même graphique pour les moteurs à 2 pôles. Si vous tracez, si vous comparez pour les mêmes puissances, vous verrez que les moteurs à 4 pôles asynchrones ont un rendement qui est supérieur. Et ceci, c'est d'autant plus vrai pour les petites puissances. Plus on monte sur les hautes puissances, plus les rendements sont proches.
Donc pour les faibles puissances, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à vous dire, en comparant le moteur avec une puissance donnée, eh bien, les variantes à 4 pôles ont un rendement qui est supérieur à celle à 2 pôles. On pourrait se dire, mais pourquoi? Ça vient essentiellement du fait qu'avec 4 pôles, on utilise mieux le circuit ferromagnétique. On peut utiliser des sections de fer qui sont plus petites. Et puis la longueur des fils utilisés pour les têtes de bobine est plus petite, ce qui permet de réduire un peu les pertes et avoir un petit peu plus d'efficacité. Donc pour répondre à votre question, les versions à 4 pôles ont tendance à avoir un rendement plus élevé que les versions à 2 pôles. Par contre, quand ils sont branchés sur le réseau, c'est vrai que les versions à 2 pôles tournent plus vite que celles à 4 pôles. Donc plus le nombre de pôles est élevé, plus les moteurs tournent vite, moins ils ont tendance à faire de couple. Par contre, quand on augmente le nombre de paires de pôles, on a des moteurs qui ont tendance à faire plus de couple. Une autre propriété qu'il me faut quand même mentionner, l'augmentation des vitesses permet aussi souvent de réduire la taille des moteurs. Donc dans la comparaison, c'est aussi un élément à prendre en compte. J'espère avoir répondu à la question. Oui, oui, merci. Alors, une autre question porte sur l'utilisation d'un convertisseur de fréquence. Pourquoi les convertisseurs de fréquence ne sont-ils pas plus souvent utilisés? Quels problèmes peut-on rencontrer en pratique avec l'utilisation des convertisseurs de fréquence? Alors ça, c'est un assez long sujet. On entend beaucoup, parfois, de personnes réfractaires à l'utilisation des convertisseurs de fréquence, en mentionnant que c'est souvent, si vous me permettez l'expression, ce qui lâche en premier dans l'installation. Comme on a vu précédemment, quand un convertisseur de fréquence permet de faire un réglage approprié et puis des économies d'énergie, on fait des économies d'argent. Ces économies d'argent permettent souvent de remplacer assez vite un convertisseur qui serait défectueux. L'utilisation d'un convertisseur est aussi agréable dans des installations existantes parce que finalement, ça ne nécessite pas des gros changements au niveau mécanique. Il suffit de changer le câblage, on peut même déporter le convertisseur. Donc c'est souvent une solution qui est agréable pour régler le moteur et l'installation et faire des économies d'énergie. Par contre, c'est vrai qu'en pratique, on peut rencontrer quelques problèmes quand on utilise les convertisseurs de fréquence. Je vais en lister quelques-uns. Un des premiers éléments qu'on peut mentionner, c'est que les convertisseurs de fréquence modifient l'allure des signaux, modifient l'allure du courant et de la tension. Typiquement, quand on prend un convertisseur de fréquence standard, sur le réseau, on génère des harmoniques de courant. Le courant est très perturbé en harmonique, ce qui est désagréable. Donc, quelquefois, il s'agit de mettre un filtre qui permet de lisser et de réduire ces harmoniques. Alors, ces filtres, en pratique, ont aussi un coût, donc ça renchérit l'utilisation du convertisseur. Puis, ils prennent aussi une certaine place. Quelquefois, ils sont volumineux, il faut pouvoir les introduire. Et puis du côté, ça c'était pour parler plutôt des harmoniques du côté réseau. Du côté du moteur, les convertisseurs fournissent des tensions qui sont hachées et des courants qui sont aussi perturbés au niveau, qui comportent aussi des harmoniques. Alors ces harmoniques ont tendance à générer un petit peu des pertes supplémentaires dans les moteurs, mais qui ne sont pas très importantes, qu'on arrive à gérer. Là aussi, entre l'électronique et le moteur, on peut mettre un convertisseur de fréquence, mais un filtre, pardon, mais ça a aussi un coût. Quelquefois, quand on a avec certains convertisseurs, comme on a du hachage à très grosse fréquence, on a des tensions qui varient brutalement, on peut créer des petites surtensions transitoires qui sollicitent le moteur, particulièrement au niveau des isolants. Ils le sollicitent et puis ils peuvent quelquefois créer des problèmes diélectriques. Donc ça, c'est des problèmes qu'on peut rencontrer parfois. Ce qu'on voit aussi en pratique, quelquefois, ces convertisseurs,
comme il y a une fréquence de commutation, selon les fréquences de commutation en jeu, il génère du bruit audible qui est un peu ennuyeux. En changeant les fréquences de commutation ou en mettant des filtres, on peut réduire ce bruit qui est parfois donc ennuyeux. Dans certains cas assez rares, mais ça arrive parfois, ces signaux hachés à haute fréquence peuvent générer des courants qui circulent dans les paliers. Et ça, c'est ennuyeux parce que ça peut endommager le moteur, ça réduit sa durée de vie. Quand on est confronté à ça, il y a plusieurs solutions. Il faut souvent voir le fabricant du moteur, il va vous proposer des solutions, ou au niveau électronique, prévoir des filtres. Un autre élément qu'on peut rencontrer en pratique, c'est des perturbations électromagnétiques, des questions de CEM, compatibilité électromagnétique, qui imposent, quand on utilise des convertisseurs de fréquence, d'utiliser des câbles blindés et puis de bien soigner les mises à la terre. Sans ça, quelquefois, on peut voir que ces perturbations électromagnétiques perturbent des éléments de mesure ou des équipements dans le voisinage, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Il peut arriver aussi quelquefois que quand on utilise sur une installation qui n'a pas été prévue, quand on branche un convertisseur électronique, un convertisseur de fréquence, on peut être amené à déclencher de manière intempestive les protections, comme les disjoncteurs différentiels. Il existe des variantes de disjoncteurs différentiels qui se prêtent mieux à l'utilisation des convertisseurs de fréquence. Des variantes de type B ou des variantes de type qu'on appelle A et C qui se prêtent bien à l'utilisation de convertisseurs. Bref, il y a toute une petite liste comme ça de cas pratiques qui font qu'il y a des précautions à prendre, mais qui se gèrent généralement relativement facilement, généralement en pratique. Donc il est souvent plutôt facile d'utiliser ces convertisseurs, puis au cas par cas, selon les contraintes que je viens d'évoquer, eh bien, il y a quelques mesures à prendre, correctives ou des mesures pratiques à mettre en œuvre sur le terrain. Voilà pour les principaux commentaires qui me viennent à l'esprit. D'accord, merci. Alors, une dernière question portant sur le vieillissement, la fiabilité et le remplacement. Quels sont les risques de défaillance des moteurs électriques? Principaux types de défauts? Comment anticiper un changement? Les défaillances pour les moteurs, elles peuvent être plutôt externes au moteur. Il y a des conditions externes ou plutôt internes. On peut avoir des défaillances qui sont d'origine, on va dire, plutôt électrique, plutôt mécanique, plutôt thermique, voire environnementale. Alors, quand on regarde les statistiques de défaillance sur les moteurs, on voit que les principaux défauts sont d'ordre mécanique. C'est souvent au niveau des paliers, au niveau des roulements qu'on peut avoir des défaillances. Donc ça, c'est assez typique. On peut aussi avoir des défaillances au niveau électrique, au niveau diélectrique. Il se trouve que quelquefois on a des claquages d'isolants, ça veut dire des courts-circuits. L'isolant ne joue plus bien son rôle et le courant ne passe pas exactement là où il faut. Dans ce cas-ci, on déclenche les protections et puis le moteur il est fichu. Donc ça, c'est deux types de défauts qu'on rencontre en pratique. Quelquefois, suite à des projections d'eau ou à des éléments mécaniques ou autres, on peut générer aussi des défaillances. Ça, c'est plutôt pour les considérations, on va dire, externes qui peuvent influencer le moteur ou des aspects de température à l'extérieur. Alors, avant d'en arriver à ces défauts, il y a de plus en plus de techniques qui permettent de surveiller au fil du temps le bon fonctionnement des moteurs. Maintenant, on a des capteurs qu'on peut mettre dessus qui nous permettent de faire une surveillance, un monitoring au fil du temps. Avant d'en arriver à une défaillance, quels sont les symptômes? On peut se demander ça. Nous, quand l'être humain, quand il est malade, il a tendance à tousser, avoir la température qui monte. J'aurais tendance à vous dire que le moteur électrique, quand il commence à avoir un défaut, eh ben, il commence à vibrer. C'est ça son principal symptôme. Quand il commence à avoir des vibrations,
c'est pas bon signe. Ça se traduit par aussi du bruit. Donc quelquefois on met des capteurs de vibration justement pour les surveiller. Quand ils commencent aussi à pas très bien se comporter ou que des défauts risquent d'apparaître, il y a une déformation des signaux, tension, courant. Donc là, une mesure de ces grandeurs électriques nous permet aussi de le surveiller. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les défauts, comment les surveiller. Si j'ai compris la question aussi, elle porte sur le remplacement. C'est vrai que, on l'a vu précédemment, on a beaucoup dans les installations d'anciens moteurs qui fonctionnent. Puis on se demande quelquefois, quand est-ce que je vais devoir le changer? Parce que comme on l'a vu lors de la présentation, c'est à ce moment-là que c'est finalement judicieux de bien analyser les aspects énergétiques pour que lorsque finalement on change l'équipement, on bénéficie des possibilités d'économie d'énergie. Et ben, voilà, on peut les surveiller au fil du temps. Et ces questions de vibration ou d'un échauffement quelquefois un peu prohibitif ou un peu plus important qu'à la normale, ça peut mettre aussi la puce à l'oreille. On peut surveiller aussi quelquefois les huiles ou les graisses au niveau des paliers quand c'est des gros moteurs. S'il commence à y avoir des impuretés dedans, c'est pas bon signe au niveau mécanique. Voilà un petit peu les pistes qui peuvent encourager à faire un changement. Quelquefois, pour surveiller les moteurs de grosse taille, on fait des mesures diélectriques pour tester leurs isolants, pour vérifier qu'ils sont encore en bon état. Donc un test diélectrique peut être aussi intéressant avant d'envisager un changement. Voilà. Merci beaucoup Christophe, merci pour tes explications. Nous sommes malheureusement à la fin de cette session de questions et discussions. Donc, je te redonne la parole pour une brève conclusion. Merci à toi Hélène pour cette présentation et ces questions. Comme on a pu le voir, les entraînements électriques jouent un rôle important dans la consommation d'énergie. Il y a un gros potentiel d'amélioration. Ces techniques, les moteurs, les convertisseurs sont des technologies bien connues. Pourtant, il y a des grosses possibilités dans ce domaine-là. C'est un domaine passionnant. N'hésitez pas à me contacter pour poursuivre la discussion ou en cas de questions. Je reste à votre disposition. Puis merci pour votre attention. Merci Hélène. Merci Christophe. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Christophe de nouveau pour cette passionnante présentation et pour tes coordonnées. Si des questions devaient survenir, Christophe Besson reste à votre disposition pour les répondre. Enfin, j'aimerais vite parcourir les différents événements de Top Motors qui auront lieu cette année. Donc, comme dit avant, Top Motors organise plusieurs webinaires. Les webinaires cette année seront en allemand et un webinaire en italien. Christophe en a parlé avant des formations, mais ceux-ci sont les workshops de Top Motors. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Top Motors. Si vous vous inscrivez à le Top Motors numéro 13, le workshop, vous pouvez recevoir aussi des billets pour joindre ces deux événements qui sont à Zurich. Comme dit par Christophe Besson, il y a les formations continues. Voici celle qu'il a mentionnée à Yverdon, mais il y en a deux autres en allemand qui se trouveront à Orve et à Bâle. Plus d'informations sont sur le site de Top Motors. Et finalement, le 4 décembre, il y aura le Motor Summit 2019 à Berne. Voilà, alors merci beaucoup pour votre attention et j'espère vous avoir parmi nous la prochaine fois. Si vous avez toutes questions, peuvent être dirigées soit à Carole Tornet ou à Rolf Thieben. Merci beaucoup.